Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Hello et bienvenue sur le podcast Entreprendre avec équilibre. Alors aujourd'hui, c'est un épisode solo, ce qui est assez rare au final, puisque depuis le lancement du podcast, j'en ai fait 2 pour l'instant. C'est le 3e. J'ai plus eu des interviews, ce que j'adore. Et c'est vraiment des moments chouettes de partage avec mes invités. Mais voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous faire aussi un épisode solo. Et en fait, comme ça va faire bientôt 1 an que le podcast a été lancé, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur un sujet que j'adore, les émotions. Et notamment, comment traverser les tempêtes émotionnelles, comment je peux prendre soin de moi quand ça va mal, comment je peux vivre mes émotions plus sereinement et vraiment de son côté à soi, de manière individuelle. Je ne vais pas aborder la relation dans cet épisode parce qu'il y a des outils aussi qui existent quand on a des émotions qui sortent pour pouvoir communiquer de manière plus sereine avec l'autre. Mais là, j'avais envie de faire un focus sur la manière de vivre sa propre émotion de manière plus sereine. Parce que quand on a son business à gérer, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent se présenter. Non pas qu'en n'ayant pas de business, on n'a pas d'émotions, hein, pas du tout, tout le monde en a. Mais gérer son business, c'est quand même souvent les montagnes russes. On se retrouve face à ses peurs, ses doutes, avec un tas d'émotions qui se présentent. D'où cet épisode où je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire part un petit peu de ce que j'ai pu apprendre ces derniers temps pour les vivre plus sereinement. Donc cet épisode, c'est un peu un condensé de connaissances et d'astuces que j'ai pu acquérir, notamment grâce à mes invités ou aussi aux lectures que j'ai pu faire et à des conversations avec d'autres personnes que j'ai pu avoir, des prises de conscience, de choses voilà, que j'ai pu apprendre au fil du temps et notamment aussi au travers de mes coachings. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Romain, mon coach, s'il écoute cet épisode. Merci pour tous les outils que tu m'as transmis, parce que vraiment, ils me servent au quotidien. Et par rapport aux émotions, tu m'as beaucoup appris. Donc voilà. Donc pour commencer sur le sujet, j'ai envie de vous partager une phrase qui m'a percutée, où je me suis dit, mais oui, c'est ça. Tu sais, des fois, tu as une phrase qui apparaît en fait comme une évidence tant les mots sont justes. Et donc, cette phrase, c'est « Il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions agréables et désagréables. » Je répète, il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions agréables et désagréables. Et c'est exactement ça. C'est la première chose à comprendre sur les émotions. Les émotions sont des messages. Et la première étape pour se laisser traverser par une émotion avec plus de sérénité pour moi, c'est d'identifier ce qui se passe en toi. Alors, je ne suis pas du tout experte dans le sujet, hein, mais le psychologue américain Paul Ekman, qui lui est pionnier dans l'étude des émotions, en a identifié 6 qui sont fondamentales. Il a identifié comme ça la joie, qui, elle, nous invite à nous connecter à ce qui nous fait du bien et à poursuivre, parce que ce qu'on est en train de faire nous procure du bonheur, ce qu'on est en train de vivre, ça procure du bonheur. Il y a la tristesse qui, elle, va être liée à une perte ou à une déception et qui va nous pousser à prendre du temps pour se recueillir, accepter les pertes aussi et à chercher du réconfort. On a la colère qui, elle, va être un signal que nos limites ont été franchies et que il est temps peut-être de réaffirmer ses besoins, ses valeurs. On a la peur qui va nous alerter sur des dangers potentiels et qui va inciter à la prudence, à la préparation. La peur, c'est une émotion d'anticipation. On a la surprise aussi en réaction à un événement inattendu ou surprenant. Et le dégoût qui, lui, est une aversion envers quelque chose, un objet ou même une personne qui serait perçue comme nuisible. Et donc chaque émotion a une fonction vraiment précise
et elle permet de mieux s'adapter à son environnement. Que l'émotion soit agréable ou désagréable, elle vient vraiment délivrer un message. Et donc, comme on l'a vu, la joie, ça va être le message qu'on est aligné, que ce qu'on est en train de vivre nous comble de bonheur, que vraiment ça correspond à nos envies, à nos besoins du moment. À l'inverse, certaines émotions donc plus désagréables comme la colère, la tristesse qui vont venir nous titiller, elles vont venir délivrer un message et comprendre ce message, l'identifier et le comprendre, ça va permettre en fait de voir quel est le besoin derrière, qu'est-ce qui dans la situation en fait ne convient pas pour pouvoir ensuite agir dessus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion est légitime vraiment. Elle a une fonction utile en transmettant un message. C'est comme si tu recevais un SMS. Donc imagine, tu reçois un message et tu réponds à la personne sans l'avoir lu ou en ayant compris de travers. La réponse que tu vas apporter sera pas a priori adaptée, sauf si par hasard tu tombes juste. Mais si quelqu'un te demande comment ça va et que tu réponds oui, bah, c'est pas forcément une réponse adaptée. Et si la personne attend une réponse, bah, elle va te redemander. Peut-être même se mettre à gueuler pour être entendue. Et c'est un peu comme ça que je vois une émotion, sachant aussi que l'intensité, la violence, l'intensité de l'émotion, elle peut renvoyer aussi à une blessure profonde enfouie, voire à un traumatisme. Et d'ailleurs, si ce sujet t'intéresse de traumatisme, si ça résonne en toi, j'ai découvert un livre qui est génial sur le sujet, grâce à mon invité Constance Hamel. Et donc le titre du livre, c'est Le corps n'oublie rien, le cerveau, l'esprit, le corps dans la guérison du traumatisme de Bessel van der Kolk, un psychiatre américain d'origine néerlandaise. Et ce livre est vraiment juste incroyable. Sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est pas l'objectif de cet épisode, dans ce livre, l'auteur va revenir sur l'impact du traumatisme sur le cerveau. Donc il explique vraiment de manière très claire et simple aussi, très accessible. Même s'il peut y avoir des termes techniques, je sais pas, il arrive à tourner les choses parce qu'en même temps, il raconte aussi des exemples, des expériences qu'il a pu avoir avec certains de ses patients. Et donc, c'est presque romancé à certains moments. Et donc, c'est assez facile à comprendre. Et donc, il explique l'impact du traumatisme sur le cerveau, comment le traumatisme va modifier les réactions et il montre des scans du cerveau pour vraiment montrer la différence en fait. Il va expliquer aussi le rôle du corps dans le traumatisme et le fait que le corps va garder des souvenirs de ces traumatismes. Et ensuite, il y a toute une partie aussi sur les approches thérapeutiques, sur voilà, quels sont les outils de guérison aussi qui peuvent aider, etc. Donc vraiment un livre pépite que je recommande si le sujet t'intéresse. Et donc, pour en revenir à l'émotion, selon l'intensité, elle peut renvoyer donc à une blessure, voire un traumatisme, et demander aussi un travail profond, voire se faire accompagner. Hein. Dans cet épisode, je ne vais pas aborder cet aspect-là. Juste ce que j'aimerais apporter, c'est le process un peu de traitement d'une émotion pour donner éventuellement des clés, des pistes de réflexion si tu souhaites vivre plus sereinement tes émotions. Précision faite aussi que c'est un sujet qui a longtemps été source d'incompréhension pour moi, les émotions. J'ai mis longtemps à comprendre que j'étais hypersensible, même si j'aime pas me mettre dans une case. Mais vraiment, le jour où j'ai mis le doigt sur ce mot, en fait, j'ai compris pourquoi je pouvais ressentir avec autant d'intensité les émotions et pourquoi les autres ne me comprenaient pas forcément dans ce que je pouvais ressentir. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut jouer. Donc ce que je peux t'inviter à faire, c'est vraiment explorer aussi par rapport à toi la manière dont tu te sens et la manière dont tu réagis, explorer aussi en mode introspection un petit peu ton mode de fonctionnement, ce qui peut énormément aider, je trouve, dans le traitement d'une émotion, à savoir comment en fait moi je fonctionne. D'ailleurs, c'est un épisode qui n'est pas encore sorti, mais je vous spoil un peu, il y aura un épisode sur le Human Design qui va sortir et justement où on parle de mode de fonctionnement. Si tu ne sais pas ce que c'est, on en parlera pendant l'épisode. Tu peux taper sur un moteur de recherche en attendant si tu le souhaites. Et voilà, il y a aussi cette dimension introspection, je trouve, qui est importante dans la gestion d'une émotion, puisqu'en fonction de son mode de fonctionnement, on peut avoir aussi des nuances, en fait. Et bon, là, pour en revenir à cet épisode, c'est plus de manière un peu générique, le process qui peut être intéressant pour, dans tous les cas, on va dire. Et donc, l'émotion, elle vient t'envoyer un message. Et pour y répondre, il faut déjà la reconnaître pour comprendre le message.
et de l'écouter. Et ça, en mettant de la conscience dessus. Une fois donc que tu l'as écouté, tu vas pouvoir agir dessus. Et c'est en l'acceptant que tu vas pouvoir agir dessus, versus entrer en résistance ou la juger. Accepter, ça ne veut pas dire que c'est une finalité en soi et qu'il faut rester dans l'immobilisme. Accepter, c'est se donner à soi la compréhension de ce qui nous arrive pour pouvoir agir. Donc ça va être d'identifier aussi au niveau de son corps, qu'est-ce qui se passe, quelle partie de mon corps communique avec mon émotion, est-ce que je ressens des sueurs froides, est-ce que j'ai chaud, est-ce qu'il y a un endroit peut-être de mon corps aussi qui est douloureux ou ça fait mal. Voilà, essayer d'être attentif aussi, quitte à se faire un scan du corps. Alors il y a des méditations qui existent pour ça, ou juste de se poser sur sa respiration et d'essayer d'être attentif à voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau du corps. Et aussi dans sa tête, à ce moment-là, de se dire dans son mental, quand on a une émotion, qu'est-ce qu'on se dit en fait? Quelle est l'histoire qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on est en train de se raconter? Quel est le discours qu'on a envers soi-même? Et souvent, à ce moment-là, le discours, il peut ne pas être bienveillant. Donc c'est aussi, ça va être utile de pouvoir l'identifier pour pouvoir agir dessus, réajuster. Parce que pareil, le discours interne, ça a un impact au quotidien, c'est énorme, quoi. Et sur les émotions aussi. Et accepter une émotion, donc c'est vraiment lui laisser de la place, savoir qu'elle est passagère, et donc ne pas la retenir, ne pas s'y accrocher, mais la laisser vraiment glisser, et ne pas être dans l'immobilisme non plus. L'immobilisme, ça va nourrir, ça va vraiment amener de la résistance, et donc on va aller chercher l'action. L'action, c'est pas non plus l'hyperactivité, mais avant d'aller dans l'action, j'ai envie de faire un petit aparté sur la responsabilité. Qu'est-ce que j'appelle responsabilité? C'est le fait de se dire, ok, il m'arrive ça. Ok, peut-être qu'il y a des éléments externes sur lesquels j'ai aucun contrôle et qui m'affectent, mais j'ai le pouvoir de choisir, pour moi, la manière dont je vais appréhender la situation. Ça ne veut pas dire que je vais contrôler la situation, mais plus que j'ai le pouvoir de reprendre le contrôle sur moi face à la situation. Je ne sais pas si tu vois la nuance que je vais apporter, mais par exemple, si je suis triste, je ne vais pas avoir le contrôle sur ma tristesse, dans le sens où je ne vais pas pouvoir switcher comme ça en me disant « je me sens pas triste, tout va bien », mais je vais pouvoir reprendre le contrôle sur ma tristesse en me disant « ok, je me sens triste et je vais m'apporter le réconfort dont j'ai besoin pour laisser ma tristesse passer et avancer ». Et donc ça, je trouve que vraiment, c'est hyper important, parce que quand on prend conscience de ça, on se rend compte de où est-ce qu'on peut agir en fait, où est-ce qu'on a le pouvoir d'action. Ce qui nous amène donc à l'action qui, comme je le disais, ne veut pas dire être forcément dans l'hyperactivité ou la fuite. Par action ici, j'entends plus la mise en mouvement. Alors, il y a mise en mouvement et mise en mouvement. Je m'explique. Là, ce que j'ai envie d'aborder, c'est la mise en mouvement pour prendre du recul aussi par rapport à cette émotion, ou alors pour vraiment lui laisser toute la place. Mais derrière, il y a aussi la mise en mouvement pour répondre au message. Pour moi, ce que j'ai remarqué en tout cas quand j'ai une émotion qui vient me titiller, avant même de répondre au message vraiment, il y a ce besoin d'être apaisé qui, moi, va me permettre de du coup prendre le recul nécessaire pour pouvoir comprendre le message et ensuite mettre des actions en place pour y répondre. Et donc c'est là-dessus que j'ai envie de venir avec toi, cette mise en mouvement qui permet d'être plus apaisé pour mieux comprendre le message et avoir ensuite aussi une mise en action sur vraiment ce message spécifique qui aura été amené en fonction de si c'est de la colère, de la tristesse, etc. Et pour cette mise en mouvement, avant donc de répondre vraiment au message par une action spécifique liée au message qui est donné par l'émotion, pour apporter de l'apaisement, je m'imagine avoir une boîte à outils. Vraiment, je me l'imagine et je m'imagine ouvrir ma boîte à outils et elle est pleine de ressources dans laquelle je peux piocher celle qui va me sembler la plus adaptée et voir en changer si finalement celle que j'ai prise ne me convient pas. Et là, ce que j'ai envie d'amener à la réflexion, c'est est-ce que toi aussi, tu as ta petite boîte à outils? Est-ce que tu as pu te la créer au fil de tes expériences passées par rapport aux choses que tu aimes faire et qui te mettent en joie? Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire, quitte à prendre un stylo, un carnet pour noter,
ou alors de faire vraiment dans ta tête pousser la réflexion, mais de se dire, ok, quels sont les moments où tu t'es senti bien? C'est les moments où tu as ressenti le plus grand sentiment de bien-être et d'identifier le contexte. Quel était l'environnement autour de toi? Est-ce que tu étais dans un endroit particulier, une ambiance particulière, un décor spécifique? Est-ce qu'il y avait de la musique, des odeurs, etc. Faire appel vraiment à tes 5 sens en te posant cette question. Donc l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, et dresser un tableau le plus précis possible de ces moments-là en identifiant les éléments clés qui ont joué dans le fait que tu te sentais si bien à ce moment-là. Aussi de te demander quelles sont les choses du quotidien qui te mettent en joie. Ça peut être boire un thé, par exemple, t'installer au balcon ou, je sais pas, pour ceux qui ont des chats, caresser mon chat, d'identifier aussi tous ces éléments-là. Et cet exercice, pour moi, il se met à jour régulièrement, en fait. Parce que les choses qui t'apportent du bien-être peuvent changer. Et aussi parce que c'est une boîte à outils où initialement, tu vas avoir quelques petits outils. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas l'alimenter et tu en auras de plus en plus. Et je trouve ça génial de se poser ces questions-là quand ça va bien aussi, de prendre conscience de tout ça pour pouvoir mettre de la conscience dessus, justement. Et quand on a besoin ensuite, pouvoir vraiment identifier quelles sont les choses qui vont t'aider à te sentir mieux quand ça va mal. Une autre question que tu peux te poser aussi, c'est les activités que tu aimes faire, celles qui te vont te donner la pêche, le sourire. Est-ce que c'est des activités sportives, créatives? Ça peut être le fait de chanter, de danser, d'aller courir, de peindre, de marcher, de lire. Enfin, vraiment toutes ces choses-là, de se dire, OK, qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me met en énergie? Qu'est-ce qui me donne le sourire? Qu'est-ce qui me met des étoiles dans les yeux? Et d'avoir une idée vraiment très claire de tout ça pour alimenter cette boîte à outils. Et même, je t'invite même à aller plus loin en te demandant, est-ce qu'il y a des pratiques peut-être ou des choses, des expériences que tu aimerais tester, qui t'attirent énormément, ou le simple fait d'en parler ou d'y penser, ça te met des étoiles dans les yeux. Parce que ça peut aussi te donner des idées quand tu es en down, de dire, en fait, tiens, je vais aller réserver, je sais pas moi, tel cours de tel sport, parce que j'ai toujours rêvé d'en faire, j'ai jamais pris le temps, là, c'est le moment. Et rien que ça, tu vois, ça t'apporte déjà un petit peu de joie dans le moment qui peut être difficile parce que tu es en down. Et ça te met en action. Et la mise en action, elle est hyper intéressante aussi parce qu'elle va permettre de faire un step back, de faire un pas de recul et du coup de plus être dans le tourbillon émotionnel, mais de t'en éloigner aussi progressivement pour laisser la place à l'émotion de traverser et de repartir. Et par rapport à cette boîte à outils, par exemple, je peux te dire moi ce que j'ai mis dedans. Donc par exemple, je vais avoir la musique, parce que le fait d'écouter de la musique, ça va vraiment pouvoir me porter. Et j'ai remarqué que quand j'étais dans une émotion, la musique allait pouvoir vraiment m'aider à laisser l'émotion me traverser de manière plus sereine. Donc j'ai des playlists que j'ai pu établir au fur et à mesure, et d'ailleurs que je continue d'alimenter au fur et à mesure avec d'autres musiques que je peux entendre à certains moments donnés. Et j'ai des playlists différentes en fonction des moods que je peux avoir qui vont venir m'accompagner en fait dans certains moments et venir m'apaiser. C'est des musiques qui vont me permettre de surfer sur l'émotion. Récemment aussi, il y a quelques mois, j'ai redécouvert la danse comme libération émotionnelle. C'est vraiment quelque chose dont j'avais pas forcément conscience. J'ai toujours aimé danser, mais je le faisais quand c'était pour faire la fête, quand voilà, c'était en soirée ou quand j'étais avec des copines et qu'on faisait la fête ensemble. Mais je ne l'utilisais pas vraiment comme outil de libération émotionnelle pour apaiser une émotion. Et en fait, un peu par hasard, en testant des nouvelles choses, d'ailleurs ça aussi, pareil, c'est quelque chose que je t'invite à faire, de continuer à tester des choses et de ne pas les prendre pour acquises. Et c'est comme ça qu'on peut faire de belles découvertes aussi. Et donc ça a été le cas pour moi avec la danse, dans cet aspect vraiment comme outil de libération. Ce que je trouve vraiment génial, c'est ce côté où le corps participe à la libération. Et on le sait, le corps retient aussi des nœuds. C'est pas pour rien que des fois, on a le dos qui se bloque ou on a les épaules vraiment qui sont pleines de nœuds parce qu'on a plein de stress, etc.
Et quand on ressent une émotion, le corps réagit aussi. Si on est en colère, on va avoir la mâchoire peut-être qui se serre. En fonction du contexte de l'émotion, les symptômes, enfin les symptômes, je ne sais pas si on appelle ça un symptôme, ou en tout cas les réactions physiques vont peut-être être un peu nuancées, mais il y a quand même une réaction dans tous les cas physique du corps face à une émotion. Et donc la danse permet vraiment de libérer aussi le corps. Et pour ça, c'est le fait de danser, mais tout seul dans un endroit où tu es sûr de ne pas être dérangé et sans jugement. Donc vraiment de laisser libre cours à ton corps sur une musique qui te fait vibrer. En tout cas, voilà, il y a cet aspect aussi de mise en mouvement physique qui, je trouve, est assez intéressant avec la danse. Je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres sports ou d'autres activités physiques qui ont cet effet. D'ailleurs, ça me fait penser, avant, je courais énormément et c'était aussi libérateur quand je me sentais en colère, ça venait me libérer. Et donc récemment, la découverte de la danse comme outil libérateur, désormais, c'est dans ma boîte à outils. Un autre outil dont j'avais envie de te parler, c'est la respiration, qui est génial parce que c'est accessible à tout moment. Même de manière très discrète, dans le métro, on peut actionner des exercices de respiration pour s'apaiser si on a une émotion qui vient nous traverser et nous titiller. Et à ce sujet, il y a pas mal d'applications qui existent avec des exercices de cohérence cardiaque, etc. Et il y a aussi des exercices qu'on peut faire en alliant aussi la visualisation. Par exemple, un exercice que j'aime bien dans ces cas-là, c'est d'imaginer en fait que l'émotion est un nuage. Et donc on inspire et ensuite en expirant, d'imaginer qu'on souffle sur ce nuage et qui devient de plus en plus dissipé jusqu'à complètement disparaître. J'aime bien cet exercice parce qu'à la fois, il y a l'effet de concentration sur la respiration, concentration sur le nuage qui se dissipe, et je trouve que ça a un effet assez immédiat pour permettre d'apaiser son émotion. Un autre exercice aussi que je trouve très utile, ça va être l'écriture. L'écriture dans le sens vraiment de se laisser la place, même si on n'écrit que des mots, des morceaux de phrases, si ça veut rien dire, mais de vraiment laisser en fait l'inconscient presque, je dirais, s'exprimer librement. Ça aussi, c'est un exercice que j'aime bien et que j'ai dans ma petite boîte à outils. Voilà donc un petit peu des exemples de ce que je peux avoir dans ma boîte à outils, sachant qu'elle est beaucoup plus exhaustive et comme je viens de le dire, ce sont juste des exemples. Mais ce que je voulais vous amener, c'est vraiment cette réflexion de OK, qu'est-ce qui peut vous faire plaisir? Qu'est-ce qui peut vous faire vous sentir bien et surtout mieux? Et aussi jouer vraiment sur cette carte environnement du cadre. Je sais que moi, par exemple, ce qui peut aussi des fois juste amener un petit peu de douceur et d'apaisement, ça peut être juste de boire un thé qui est un peu fruité avec une odeur spécifique. Voilà, de bien jouer aussi sur ces éléments-là, ou je sais pas, même de porter un vêtement de tout parce qu'il va y avoir de la douceur. Il y a plein de choses qui peuvent amener de la douceur. Et en fait, ça me fait un peu reboucler aussi avec ce côté mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer, sur ce qu'on est en train de vivre et sur les éléments qui permettent de se sentir bien. Donc pour résumer un petit peu cet épisode, une émotion est un message. Il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a que des émotions agréables ou désagréables. Et quand une émotion surgit, qu'elle vient nous titiller, elle vient nous apporter un message. Et donc la première étape pour se laisser traverser par l'émotion avec plus de sérénité, c'est d'identifier ce message. Une fois qu'on a ce message, qu'on l'a écouté, c'est d'accepter l'émotion sans résistance, sans jugement, de se laisser traverser vraiment, de lui laisser la place dont elle a besoin pour qu'elle puisse s'exprimer complètement et éviter en fait qu'elle vienne, qu'elle fasse un nœud et que à force de... Vous savez, un peu comme le caillou, marcher avec un caillou. Au début, on ne le sent pas, un tout petit caillou, mais au bout de 1 km, 2 km, 10 km, on commence vraiment à le sentir. C'est un peu la même chose avec les émotions. Quand elles sont... quand on ne leur laisse pas la place, elles ont tendance à être toujours là en fait. Alors qu'en se laissant traverser, c'est bon, elle est passée et le message est passé. Et aussi, donc une fois qu'on a identifié l'émotion, qu'on l'a acceptée, il y a ce côté de se mettre en mouvement, de passer plus à l'action pour
prendre du recul par rapport à cette émotion et ne pas rester dedans, mais pouvoir s'en détacher aussi. Et donc la dernière étape, on va dire, dont je t'ai parlé, c'est la mise en action, la mise en mouvement, en fait, en opposition avec l'immobilisme et aussi en opposition avec l'hyperactivité ou la fuite. Mais le fait vraiment de se mettre en mouvement pour pouvoir prendre du recul et vivre cette émotion de manière plus sereine. Et pour ça, je t'ai parlé de la boîte à outils. Le fait d'avoir une boîte à outils à disposition pleine de ressources pour t'aider et vivre ton émotion de manière plus sereine. Pour cette boîte à outils, on avait plusieurs questions qui pouvaient être utiles, comme le fait de se rappeler les moments où on s'est senti bien, les moments où vraiment on a eu des sentiments de bien-être et d'identifier très clairement tous les éléments qui touchent aux 5 sens qui sont venus compléter ce tableau de bien-être à ce moment-là, les choses du quotidien qui te mettent en joie ou encore les activités que tu aimes faire et voire même des activités que tu aimerais faire mais dont tu ne prends pas forcément le temps, parce que ça peut être l'occasion aussi à ce moment-là d'avoir vraiment une mise en mouvement. Je sors de ce que j'ai l'habitude de faire pour faire quelque chose de nouveau qui va m'apporter de l'excitation, de la joie et me donner vraiment du baume au cœur. Alors j'ai dit dernière étape, mais c'était pas tout à fait la dernière, puisque ensuite il y a aussi de répondre vraiment au message et au message qui a été donné initialement. Donc on reboucle un peu la boucle, sachant que je parle d'étapes, mais au final, peut-être que la mise en mouvement, le fait de prendre du recul, ça va être avant de pouvoir l'identifier, l'émotion. Voilà, c'est pas vraiment un process qui doit obligatoirement transiter par ces étapes et dans cet ordre-là. En tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois plus comme une meilleure compréhension de comment ça fonctionne pour vraiment se donner les moyens au moment où ça nous traverse d'apaiser l'émotion qui est en train de traverser. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et que tu as peut-être appris des choses ou que ça t'a donné des idées. Et si c'est le cas et que tu souhaites me le faire savoir, mets une story sur Insta en me taguant ou dis-le moi en commentant le podcast sur ta plateforme préférée, ou tu peux m'envoyer aussi un message sur Insta, ça fait toujours plaisir. Et puis, je te dis à très vite sur le podcast. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.